Donc, Cet appel est désormais enregistré. pourquoi il parle? Cet appel prend maintenant des notes. Ok, c'est bon. Donc, je crois que là, on peut commencer. Je vais juste partager mon écran. Allons-y. Yeah, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que depuis la dernière fois, vous vous portez bien. Vu qu'aujourd'hui, c'est notre dernière séance, on va essayer de capitaliser un peu là-dessus. Donc, sans doute ça, je vais le dire à la fin, mais je préfère aussi le dire en ce moment. Attendez, pardon. Ok, c'est bon. Donc, je vais le dire maintenant. Donc, s'il y a des questions qui vous taraudent, des questions particulières, depuis le début de ces 4 séances de l'Arc Summer School consacrées au volet IoT, que vous n'avez pas pu poser, je crois que c'est le moment, normalement, vu que, encore une fois, c'est la dernière séance. Donc, on va continuer, mais oui, avant de continuer, avant d'avancer, j'aimerais quand même remercier Slidego. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas de la publicité que je leur fais, ils m'ont pas envoyé, ils m'ont pas payé, donc, mais c'est leur template que j'utilise pour cette présentation PowerPoint depuis le début, donc, personne ne m'a envoyé encore une fois, mais je trouve quand même que c'est plus honnête de les créditer, comme on dit, donc, c'est leur template que j'utilise, donc, je dois quand même le dire, j'ai pas créer tout ce template-là de A à Z. Généralement, je le mets après la conclusion, mais vu que dans la présentation, je m'arrête toujours à la conclusion, c'est pour ça que depuis le début, durant les 3 premières séances, on n'a jamais vu le slide go. Donc, c'est bon. Alors, depuis, je crois pas que ce soit utile de refaire le récapitulatif encore une fois, mais on a vu une introduction à l'Internet, on s'est initié à l'IoT et au réseau LP1. On a fait le tour, hein. On a parlé de leurs avantages, de l'architecture, les motivations, les réelles motivations derrière. Durant la seconde séance, on s'est concentré sur ces opportunités, les opportunités que les réseaux LP1 représentaient, et particulièrement en Afrique. Dans la séance dernière, on a procédé à une étude de cas pratique. Donc, nous avions discuté de la mise en place d'un projet de surveillance d'un domaine agricole, un projet que, en tout cas, je crois que, et j'espère que cela vous a été intéressant. Et pour ceux qui étaient juste que là, toujours réticents, j'espère que cela vous a motivé quant à l'intérêt que ça représente les réseaux LP1. Donc, tel qu'annoncé, cette séance, nous allons la consacrer à la discussion de projets. Il y avait quelques projets très, très intéressants qui ont été proposés. Donc, je les ai tous mis ici en main. Nous allons les aborder dans l'ordre tel que vous les avez soumis. Donc, si on a assez de temps, on va les couvrir tous. Ou sinon, je crois que tout ce que nous avions eu à assimilé du début jusqu'à la fin, ça vous sera utile pour la suite, même si on n'aborde pas tous les projets, les concernés, ceux qui ont soumis ces projets-là. Je suis sûr, je suis convaincu qu'ils ont quand même les outils nécessaires pour pouvoir venir à bout de ces projets-là. Et bien sûr, il y a quelques questions que j'ai aussi reçues que j'ai ajoutées ici. Donc, on a à peu près 5 projets et 2 questions principales. Et si jamais, bon, j'espère que vous aviez quand même compris le principe, les questions que vous aviez soumises, donc nous allons les discuter ici, les questions ainsi que le projet, évidemment. Mais si jamais le projet que vous avez soumis, vous trouvez que, OK, ce projet est assez sensible pour vous, vous préfériez que ce soit à huis clos, donc vous voudrez pas que le projet là soit discuté, bien sûr, vous pouvez toujours émettre des objections. Je suis ouvert à ça. Donc, comme je l'ai dit, voici les noms de ceux qui ont proposé ces projets-là. On va les aborder tout de suite. Mais si vous avez une objection à ce que votre projet soit discuté ici, vous pouvez toujours me le dire pour que, voilà, on fasse un saut dessus, quoi. Donc, on discute les autres et ça, on laisse le vote de côté. Ça, c'est à vous de voir. J'ai pas reçu de remarques, donc je suppose que c'est bon pour tout le monde et on avance alors.
Donc, le premier projet est là. On va procéder comme la dernière fois, en tout cas, d'une certaine manière. Donc, je présente le projet, l'intitulé, et ensemble, on va discuter là-dessus, décider de ce qu'il faut, hein. Donc, on va avancer étape par étape. Vous allez contribuer, bien sûr, je vais contribuer, et ensemble, on avance. Donc, comme je le disais, le premier projet était de Abibata. Est-ce que vous êtes là, Abibata? Non, un peu Oui, sûr. oui, je suis là. Ah, d'accord. Donc, merci pour la confirmation. On y retourne. Donc, un projet avec l'IoT qui pourra détecter les besoins des plantes en eau, en éléments nutritifs afin de leur apporter et être capable afin d'apporter les besoins en eau, d'accord, et être capable de voir tout ce qui se fait dans la plantation en étant à la maison. Donc ça, je suppose que c'est un accès à distance. Là, oui, j'ai mis quelques points clés qu'on va aborder, mais bien sûr, s'il y a d'autres choses qui manquent, vous pouvez toujours me faire une remarque là-dessus, Abibata, et les autres, bien évidemment. Donc là, c'est le PowerPoint, donc je crois qu'on ne pourra pas écrire là-dessus et ce ne serait pas une bonne idée non plus. Donc, peut-être je vais ouvrir un petit document dans lequel on va écrire concernant tous les projets. Normalement, donc ici, disons, projet 1, besoin IoT, IoT agriculture, appelons-le comme ça. D'accord. Donc là, on va ensemble définir choisir les éléments qu'il faut, hein. Donc ici, normalement, j'ai mis quoi en premier? On a un capteur là. Ouais. On fait plein écran, c'est mieux. Sinon, c'est très vilain. Donc voilà. Donc on a les capteurs en premier. Attends, je vais juste ajouter les bullet points et on y va. D'accord. Donc ici, les capteurs. Et voilà, donc vu la description du projet, donc on a un projet IoT pour détecter les besoins des plantes en eau. Je crois que... Ah oui, oui, c'est ça le projet, donc je n'ai rien laissé. Tout y est, n'est-ce pas, Abipata? Je n'ai pas altéré la formulation. Non, non, tout y est. D'accord. Donc, oui, chez vous maintenant, là, je m'adresse à tout le monde, tel que cet intitulé est présenté. Donc, si on devrait choisir des capteurs pour répondre, pardon, aux besoins de ce projet, quels seraient les capteurs potentiels qu'il faudrait choisir pour pouvoir déployer notre réseau, mettre en place le réseau? Vous êtes là, les gars? D'accord. Donc, capteur d'humidité, de luminosité de Doris, bien sûr. Donc, ça, on va le mettre en premier. Pardon. Capteur d'humidité, yeah, et de luminosité. Qu'est-ce que j'écris? Yeah. Merci, Doris. Donc, ça, oui, parce qu'en fonction de la plante dont il s'agit, les conditions pour la culture seront différentes. Donc, certaines auront besoin d'une certaine quantité de lumière, une certaine quantité d'eau, ainsi de suite. Donc, oui, totalement. Donc, on a un capteur d'humidité, de luminosité. Et ensuite, vous êtes là, les gars. Donc, humidité, luminosité, normalement, disons, qu'est-ce qu'il y a, luminosité, qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Je vais encore le dire, vous ne semblez pas très motivé aujourd'hui, hein? Donc, un autre capteur, et on avait ajouté quelque chose dernièrement que j'ai un peu de mal à me rappeler. Donc, c'est la humidité. Donc, là, humidité, ça pourrait être humidité de l'air. Donc, l'humidité environnante, ça pourrait être humidité du sol également, hein. Et maintenant, vu que l'intitulé, c'est un élément nutritif, qui sait? Peut-être qu'il y a des capteurs spécifiques
pour pouvoir mesurer la concentration du milieu en tel minéraux ou tel minéraux. Ça, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un professionnel de l'agriculture, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais là, je présente les choses telles que je les conçois, telles que je les comprends. Donc, peut-être qu'il y a un capteur, supposons que une plante particulière a besoin de, je ne dis pas de bêtises, hein, de quel minéraux on peut dire, du chlore, par exemple, ou bien du sodium. Donc, peut-être qu'il y a des capteurs spécifiques que si on les plonge dans le milieu, ils pourront dire, OK, ce milieu-là a telle concentration en chlore, ou bien ce milieu a telle concentration en sodium, par exemple. Donc, ces capteurs-là, bien sûr, là, je ne suis pas en mesure de vous dire là tout de suite si il existe ou pas, mais généralement, c'est comme ça qu'on procède. J'ai besoin de ce capteur. Donc, je vais d'abord vérifier dans la littérature, je vais vérifier dans le commerce s'il existe. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Et je crois que ça, si on ne le fait pas pour ce projet-ci, on va le faire pour le projet qui va suivre. Donc, je crois qu'il y a certaines propositions sur le chat. Le capteur pH de Viala, merci Viala, capteur de pollution, détection de concentration de matière organique, exactement, Famiel. Donc, c'est similaire à ce que je disais tantôt. Et capteur de détection de l'azote. Absolument. Merci, Mélanie. Donc, je crois qu'on va mettre ce point-là, capteur pH. Donc, il y a concentration, pollution et concentration des matières organiques. Donc, fait ici, pollution et concentration de matières. J'écris beaucoup de bêtises aujourd'hui. Pardon. Et capteur du pH de Mélanie. Yep, absolument. Donc, ça, c'est la partie capteur. On suppose que c'est tout ce qu'il nous faut pour mettre le projet en place. Maintenant, si ça, une fois qu'on l'a, et ça, en quelque sorte, l'environnement est similaire à ce qu'on avait vu durant l'étude de cas, pardon, de la dernière fois, hein. C'est un domaine agricole. Donc, on a nos capteurs, on va choisir sur quelle architecture de microcontrôleur ce qu'il faut, hein. On suppose que, OK, une fois les capteurs choisis, on a conçu les circuits, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, maintenant, on vient avec nos objets maintenant qu'on va déployer. Et bien sûr, et sur ces objets-là, pour que ce soit des objets, vu qu'ils seront connectés, il faudrait forcément la partie communication sans fil avec le petit module LoRa, forcément. Une fois que ça, c'est fait, et supposons que dans le champ, on a aussi réalisé l'étude de couverture, on a déployé nos passerelles, nos gateways comme il faut. Maintenant, ces données vont être récoltées. Il y a la partie serveur maintenant, comme la dernière fois. Je crois qu'à peu près tous ceux qui sont présents aujourd'hui étaient aussi présents la dernière fois. Donc, cette partie-là aussi, on pourra passer dessus assez rapidement. Donc, une fois que tout ceci est fait, il faudra se concentrer sur la partie serveur maintenant. Donc, dans un premier temps, ces données-là, vu que les time series, donc c'est des données qui vont varier à travers le temps, il faudrait qu'elles soient stockées quelque part. Et de ce qu'on a discuté la dernière fois, la séance dernière, pardon, donc on aura une base de données telle que InfluxDB, par exemple, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, InfluxDB, bien sûr, il va tourner sur un serveur et ça va stocker ces données-là. Les objets vont tourner un programme avec un client InfluxDB, bien sûr, donc de manière à pouvoir envoyer leurs données vers le serveur InfluxDB. Ou soit c'est oui, c'est en quelque sorte, ou soit c'est le serveur de réseau, si vous vous rappelez de l'architecture LP1 qu'on avait présenté. Donc, c'est le serveur de réseau, une fois qu'il reçoit ces données-là des nœuds IoT, de nos objets IoT, va les envoyer vers le serveur InfluxDB. Bien sûr. Maintenant, on a ce serveur-là. Et il y a quelque chose pourtant qui manque ici. Bien sûr, on a parlé des objets. Est-ce qu'il y a un message sur le chat? Je ne crois pas. Oui, capteur de nitrogène. Nitrogène. Il y a ça, je ne suis pas entièrement familier avec, mais je vous fais totalement confiance là-dessus. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, je mets ça. Capteur de nitrogène. Ah. Si vous permettez, j'aimerais donner un petit éclaircissement à propos du nitrogène. Absolument.
Ok, en fait, c'est un peu comme les minéraux dont les plantes ont besoin, en fait, pour bien croître et tout. Donc, c'est un peu comme les phosphores et autres. D'accord. Donc là, je comprends mieux. Merci pour la contribution au capteur de nitrogène. Donc ça, je l'ai mis. Et oui, côté programme, je disais, donc on a les objets qui vont envoyer les données qu'il faut. Mais si on revient un petit peu à l'intitulé du projet, c'est qui pourra détecter les besoins des plantes en eau. Donc là, ça part et ça va au-delà du simple fait de récolter des données sur les plantations, détecter les besoins. Donc ça veut dire que déjà, on a en tête une liste des cultures qui vont être réalisées dans le milieu. C'est un peu comme ces cultures-là qui sont contrôlées, les dernières tendances en agriculture. La culture sous serre, par exemple, où on contrôle vraiment totalement quelle quantité de tels minéraux on injecte à chaque plante de manière spécifique. Donc là, on a la liste des plantes, des cultures qui seront produites dans, dans dans notre milieu agricole, dans notre domaine agricole, et on connaît bien sûr leurs besoins. Là, déjà, le besoin est déjà connu. On sait que, OK, si on prend telle plante, par exemple, pour utiliser la dernière contribution, on sait que telle plante a besoin de telle teneur en nitrogène. Ça, on le sait déjà. Et on a un capteur qui va surveiller le niveau de nitrogène dedans. Maintenant, on a aussi un programme derrière qui va, soit ce programme-là peut tourner sur le serveur, bien évidemment, qui, de temps en temps, donc de manière périodique, va récupérer le teneur en nitrogène de, pardon, je mets ça déjà. Donc, le programme. Donc, un programme qui, de temps en temps, va récupérer le teneur en nitrogène de cette plante-là, appelons-la plante A, par exemple. Donc, chaque fois, de manière périodique, on peut dire toutes les 1 heure, hein, ou toutes les 2 heures, ou toutes les 30 minutes. Ça dépend. Donc, va récupérer la teneur en nitrogène et la comparer à une valeur de référence. Donc, pour la plante A, on sait que c'est tel pourcentage, pour la plante B, c'est tel pourcentage. Si jamais la teneur qui est mesurée est en dessous du seuil ou en dessous de la valeur de référence, donc là, on sait qu'on doit prendre une action. Et là, supposons que c'est pas, soit c'est le domaine, on se fait la surveillance, mais le domaine est quand même géré de manière humaine. Donc, là, ça déclenche simplement une alerte et une personne va s'occuper, va se charger de fournir à cette plante-là les composants qu'il faut. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Et l'autre manière plus poussée, c'est de le faire de manière totalement automatisée. Donc, on a déjà nos circuits avec les concentrés de chaque produit comme il faut. Donc, un réseau de distribution. Et dans ce cas, une fois que le programme détecte qu'il y a carence, je crois que c'est le mot exact, il y a carence de telle matière au niveau de telle culture, va simplement actionner la valve ou les actionneurs qu'il faut et dans le réseau. Et ces actionneurs-là, c'est ça qui va faire en sorte que ces minéraux-là arrivent aux plantes qui en ont besoin. Donc, ça, c'est totalement la manière de le faire. Donc, premier programme, c'est la surveillance des niveaux de minéraux. Donc, surveillance des niveaux bien des teneurs en minéraux. Donc, ça implique que la liste des plantes est déjà mise en place dans le système avec les pourcentages qu'il faut. Mais ça, je crois qu'on ne doit pas totalement plonger dedans. C'est des questions purement relatives à la programmation. Bien sûr, on pourrait faire de la programmation, mais les 4 séances qu'on a ne seront pas suffisantes pour se plonger là-dedans. Donc, surveillance des teneurs ou de la teneur. En bon français, je crois que de la teneur, c'est le mieux. En minéraux des plantes. Donc, ça, c'est 1 et 2. Donc, soit on va déclencher une alerte, ou soit, point virgule, c'est mieux. Soit, oui, on active automatiquement un système d'activation automatique. Yeah. Système de nutrition ou d'arrosage. Ça dépend. Donc, ça, c'est l'autre moyen de le faire. Et c'est le programme. Maintenant, il y a le dernier volet, toujours être capable de voir tout ce qui se fait dans la plantation.
tout en étant à la maison. Là, ça va un petit peu plus loin que le simple cap de ce qu'on avait discuté la dernière fois, pardon. Donc, c'est ça que j'ai mis comme monitoring, donc la surveillance, et remote, ça c'est à distance. Donc, là pour la partie surveillance, déjà, ça va impliquer qu'on a un dashboard. Ça rejoint le contenu de la séance dernière. Donc, on fait un petit truc basé sur Grafana pour, pour montrer, surveiller en temps réel l'évolution de la teneur pour telle plante, de la teneur en tel minéraux et tel minéraux. Donc, ça, c'est un moyen de le faire. Maintenant, si vous voulez accéder à ça depuis l'extérieur, Grafana aussi, ça, c'est totalement possible. Si c'est juste la surveillance, donc voir le dashboard, c'est totalement possible. Et là, ça va dépendre de l'architecture de votre milieu. Là, on suppose que ce projet-là, il est connecté à Internet. Hein. Donc, vous vous trouvez quand même dans un endroit où il y a la couverture réseau. Très important. Donc, couverture réseau. Donc, parce que maintenant, une fois que ça c'est fait, là, on va rentrer dans des questions d'ordre purement réseau. Parce que là, OK, il y a la couverture réseau, mais bien sûr, supposons que vous avez juste une connexion d'un opérateur, un fournisseur d'accès à Internet. Là, oui, il faudra ouvrir un port sur votre routeur pour que vous puissiez y accéder à distance ou, comme je l'ai dit, c'est des questions purement d'autres réseaux. Ou soit, parce que je ne sais pas si je suis assez réticent à l'idée de rentrer dans ce genre de détails, parce que l'architecture du réseau tel que c'est conçu aujourd'hui, vous, depuis chez vous, vous pourrez accéder à un service sur Internet, mais généralement, l'autre sens, ce n'est pas possible. Lorsque vous tournez un service localement, quelqu'un depuis Internet ne peut pas y accéder, en tout cas pas par défaut. Donc, forcément, soit vous ouvrez un port sur votre routeur, ou soit ce que vous faites, tout ce qui se fait localement, au lieu de que le serveur se tourne de manière locale, vous avez un serveur dans le cloud. Donc, le serveur InfluxDB, le serveur Grafana, peut-être vous louez un serveur privé quelque part, ou bien une architecture cloud, et toutes ces données-là seront transférées dans le cloud. Et là, si c'est dans le cloud, là, vous pourrez y accéder depuis chez vous, tant que vous avez les accès nécessaires. Donc, couverture, réseau, cloud, et ouverture de port. Et soit, comment dire, serveur dans le cloud. Donc, on met un serveur cloud. Donc, on fait ça. Là, je crois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, d'accord. Oui, une contribution de Doris, microcontrôleur comme ESP32 pour automatiser. Oui, là, l'ESP32, c'est une approche pour le faire. Donc, comme je crois que quelqu'un avait posé la question la dernière fois, si on pouvait utiliser l'ESP32 en tant que serveur. Absolument, mais là, ça dépend de ce que l'ESP32 va faire. Ce microcontrôleur, c'est vrai qu'il est assez puissant pour tourner des programmes quand même assez élaborés, assez avancés. Mais si c'est ce même matériel-là sur lequel va tourner le programme d'automatisation, si ce même matériel sera aussi chargé d'héberger le serveur, par exemple, InfluxDB et Grafana, là, le SP32 ne suffira pas. Mais supposons que le SP32 va juste se charger de temps en temps vérifier les constantes. Je dis constantes comme si c'était un patient. Donc, les teneurs en minéraux de telle ou telle plante. Donc, dans ce cas, il va juste piocher dans la base de données, comparer et prendre des actions. Dans ce cas, oui, dans ce cas précis, le SP32 est totalement convenable pour cette tâche, Doris. Donc, Famiel, est-ce que ce programme peut être pratique dans un champ avec des cultures variées, un champ à cultures variées? Absolument. Là, ça va dépendre du degré d'élaboration du programme. Donc, supposons que je cultive juste du maïs. Dans ce cas, et un seul type de maïs, parce que je suppose qu'il y a plusieurs variétés de maïs, donc qui ont des besoins différents. Donc, supposons que je me concentre sur la culture d'un seul type. Là, ce programme sera extrêmement simple. Donc, je prends ces données-là, je les compare, je fais ce qu'il faut. Et même l'architecture sera assez simple. Maintenant, s'il y a plusieurs cultures, évidemment, donc le programme devra prendre en compte tout ça et même la manière dont je vais concevoir mon infrastructure. Là, je parle d'un point de vue purement agricole.
ce sera aussi différent. Donc, oui, c'est totalement possible. Ce programme peut gérer tout ça, mais le degré, le niveau de sophistication, si je peux le dire comme ça, ce sera totalement différent. Question suivante, est-ce qu'on aura besoin de la présentation avec la fiche de l'exemple, s'il vous plaît? Là, oui, non, pas principe, juste la présentation. Généralement, j'envoie pas les présentations, mais la fiche où je suis en train de noter les projets, là, absolument, il n'y aura pas de problème. Donc, cette fiche-là, après la séance, je pourrais la compléter avec l'intitulé des projets, des différents projets, et vous l'envoyez sur le groupe. Il y a pas de souci. Donc, la compléter parce que vu que la présentation, je ne l'envoie pas, je vais juste prendre ce qui manque à ça. Donc, ce qui se trouve dans la présentation, c'est les titres. J'ajoute les titres et puis je partage l'intitulé avec vous. Donc là, ça marche. Maintenant. En tout cas, j'espère que vous êtes d'accord du niveau couverture réseau, l'ouverture de Power Server Cloud. Donc ça, c'est un point de vue totalement architecture réseau ou sécurité, si vous préférez. Donc, ça sort largement du cadre de ces 4 séances de cours parce que il y a les gens qui font totalement 2 semestres de cours, donc une année entière, rien que pour couvrir cette partie-là. Donc, on va se perdre si on commence à rentrer dans les considérations de ce genre. Mais il faut quand même garder ça juste dans un coin de votre tête. Et là, oui, et être capable de voir tout ce qui se fait dans la plantation, je suppose que, oui, c'est du point de vue sûrement simplement de surveiller l'activité, de voir le niveau, les teneurs, comme je l'ai dit. Si ça va au-delà, dans l'aspect, on va dire, sécurité des caméras et tout ça, là, c'est un petit peu plus élaboré. Et je vais simplement dire de se référer au projet c'est le projet de Mélanie. Donc, il y a un projet qui inclut la sécurité qu'on va voir devant. Donc, on va réserver cette partie-là pour ce projet-là. Donc, je crois que on a passé beaucoup de temps sur ce projet. Je crois qu'on va s'arrêter là pour celui-ci et continuer avec les autres. Mais en attendant, s'il y a d'autres questions concernant ce cas-ci, je pourrais les prendre. On va en discuter avant de continuer. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Oui, non? D'accord, on continue. Projet suivant. Alors, ce projet-ci est de Viala. Et j'espère que je prononce bien votre nom, Viala. Donc, on a un système d'aquaponie industriel avec un système embarqué de gestion du pH et des paramètres généraux de l'eau. Donc, c'est aussi assez similaire à ce qu'on vient de voir. Si on retourne à notre... Copie tout ça. Et on va juste changer le titre. Système d'aquaponie industrielle. OK, donc ça, c'est le projet de... Là, au niveau du capteur, donc embarqué. Normalement, j'avais prévu qu'on cherche en même temps en ligne si ce genre de capteurs, les capteurs qu'on va citer, s'ils existent ou pas, à quel prix ils seront. Mais je crois que ça, c'est un travail que chacun pourra faire parce que ça va juste nous pomper le temps, consommer beaucoup de temps. Donc, du temps, on n'en a pas forcément. Ce qui fait qu'on va juste les lister ici et, comme je l'ai dit, chacun pourra faire cette partie du travail de son côté. Donc, là, niveau capteur, oui, déjà, il y a pH dedans. Donc, je suppose qu'on aura besoin d'un capteur pour mesurer le pH, n'est-ce pas, les gars? Je vous en prie, Abibata. Donc, check. Donc, on a un capteur de pH, du niveau de pH. Oui, et je suppose et je suis confiant, enfin, j'espère que ça existe dans la littérature et le commerce, forcément. Donc, une fois qu'on a ça, des paramètres généraux de l'eau, donc ces paramètres-là, par exemple, ce sera quoi? Supposons que c'est l'eau. Donc, oui, quel type de paramètres on pourrait éventuellement mesurer pour l'eau?
Vous êtes là, les gars, contribuez, contribuez. Écrivez, écrivez, parlez, parlez. Assez vite pour qu'on puisse continuer. Et quelqu'un a levé la main. C'est la température, oui. Capteur de température. Je crois que Famiel a toujours la main levée. Est-ce que c'est une erreur ou bien vous voulez parler? Non, j'ai bien levé la main. Ah, d'accord, vous pouvez parler pendant que je continue d'écrire. Ok, en fait, j'aimerais poser une question par rapport au premier exemple. Est-ce que c'est Oui. possible d'estimer le coût de ce projet-là? D'accord, d'accord. Estimer le coût. Donc là, vous parlez du premier projet en rapport avec l'agriculture. En effet, Estimer le coût du projet. OK, là, oui. Je crois que ça aurait quand même été intéressant, hein, surtout la partie capteur, parce que si on prend les nœuds IoT, je peux dire que c'est à peu près, comment dire, les nœuds, oui, pour la communication, je peux dire que je sais à peu près combien ça va coûter avec les microcontrôleurs, mais juste côté capteur, là, je pourrais vraiment pas me prononcer. Donc, c'est pour ça que je disais, cela aurait été intéressant de vérifier sur le net. Donc, mais là, tout de suite, je crois pas que je pourrais me prononcer sur le coup. Éventuellement, ce qui pourrait être cher, parce que tout, à part les capteurs, hein, parce que en fonction de la sophistication, ça pourrait coûter quand même assez cher. Mais ce qui va peut-être exploser les dépenses, c'est la partie serveur si vous décidez d'héberger tout ça dans le cloud. Mais en dehors de ça, alors, là, vraiment, je suis tenté de vérifier le prix de tout ça, mais encore une fois, on a 5 projets, donc je ne sais pas. Donc, ou soit, oui, donc, ouais, je crois que la contribution de Mélanie serait intéressante. Donc, il faudrait se renseigner sur le coût auprès des entreprises locales ou en ligne. Oui, ce serait mieux, comme que chacun fasse ce travail-là de son côté. Et pourquoi pas, ce serait intéressant si une fois que j'aurais partagé le fichier, et les concernés, je dirais ceux qui ont proposé le projet-là, ou soit les autres aussi, hein, donc vous faites les recherches, vous complétez la fiche, et vous pourrez toujours le renvoyer sur le groupe. C'est vrai que la formation sera finie, l'Arc Summer School sera achevé, mais le groupe, je crois que le groupe quand même va rester actif pendant un certain temps. Donc, vous pourrez toujours faire vos retours là-dessus. Et si jamais il y a besoin de follow-up, donc si on doit continuer là-dessus, il n'y aura pas de souci. Donc, j'espère que, oui, je crois que ça, ce serait une belle approche. Et j'espère quand même merci que vous beaucoup. êtes, oui, vous êtes Merci vraiment. ouais, content de la réponse. Je vous en prie. Oui, je suis très satisfaite, merci. Super. Donc, il y a, je crois qu'il y a eu d'autres contributions ici. Le capteur de la température, on l'a mis. Donc, Saïdou, pardon, capteur TDS, Total Dissolved Solid pour mesurer la clarté de l'eau. Ah, j'en apprends beaucoup aujourd'hui. Ça, je savais même pas que ça existait. Donc, je vais juste copier ça. Donc, on a ici capteur de température. Donc, capteur TDS, il a dit Total Dissolved Solid. OK. Comme on dit, on en apprend tous les jours, hein. Merci pour la contribution, Saïdou. On a ça et ensuite capteur du niveau d'eau. Yep. OK, donc une fois qu'on a le niveau d'eau, on retourne un petit peu à l'intitulé et des paramètres généraux de l'eau. Donc là, je suppose que le niveau, la température, le TDS sont des paramètres généraux de l'eau. S'il y a besoin d'en ajouter plus, pourquoi pas? Ça servira. Et là, une fois que tous ces capteurs-là sont réunis, une fois que tout ça c'est fait, encore une fois, c'est toujours dans le système agricole. Ça y ressemble. Donc, je crois que le reste, c'est similaire à ce qu'on vient de faire. Donc, il faudra que toutes ces données-là soient stockées quelque part. Donc, une fois que ça arrive au passerelle, ça va être acheminé vers le serveur. Une flux DB toujours en place. Je suppose que vous avez quand même envie de surveiller, pardon. Donc, surveiller le pH, surveillance du pH et de ces paramètres généraux-là de l'eau. Donc, oui, et
vous pouvez, bien sûr, et mettre des alertes avec des niveaux critiques. Yeah. Alerte. Pour ces paramètres-là, donc on a plusieurs paramètres. Donc, encore une fois, similaire à la question qui m'a été posée pour le premier, dans le cadre du premier projet, ça dépendra du niveau d'élaboration, du niveau de sophistication de votre programme. Donc, vous pouvez juste le faire pour surveiller le niveau de pH dans l'eau, ou soit vous avez le niveau de pH et beaucoup d'autres paramètres, la température, le TDS et le niveau d'eau. Donc, ça dépendra totalement de vous et des objectifs précis que vous voulez atteindre avec ce projet-là. Et bien sûr, niveau monitoring, vous pouvez toujours déployer un serveur Grafana de manière locale, ou soit vous louez un serveur privé, donc un VPS, ou vous utilisez l'architecture cloud d'un opérateur pour déployer vos serveurs. Et comme ça, vous pourrez y accéder à distance. Donc, je crois qu'on n'a pas passé autant de temps sur ce projet-là que sur le précédent parce que beaucoup d'aspects de l'architecture sont totalement similaires. Donc, je crois que là, on a couvert quand même ce qu'il faut. Et si vous avez d'autres contributions concernant ce projet-ci, ce serait intéressant avant de continuer. Donc, soit des questions supplémentaires de Viala lui-même ou bien des autres, ce serait intéressant avant qu'on ne continue. Donc, alors, il faudrait... Yeah. Le taux de nitrate, c'est important aussi, mais je ne sais pas si c'est mesurable. Donc, il y a déjà la réponse. Je crois que c'est mesurable, tout comme les autres minéraux. Oui. Donc, d'accord, il y a pas de souci. Donc, merci pour la contribution, Fabien. Donc, j'espère que vous avez eu votre réponse via là. Encore une fois, je ne sais pas si je prononce très bien votre nom ou pas. Si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser. Et là, oui. Donc, vu qu'il n'y a pas de remarques, je suppose que c'est bon. Vous êtes quand même assez satisfait de ce qu'on a couvert pour ce projet-là et on pourra avancer sur le projet suivant. Peut-être que je vais copier tout ça. Une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ok, en fait, je ne comprends pas bien le projet en tant que tel. Aquaponte industriel, je ne comprends pas. Il s'agit de quoi? Donc, vu que l'instigateur, on va dire, du projet est avec nous, bien là, vous seriez d'accord pour prendre la parole pour nous en dire plus sur le projet? D'accord, allez-y. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend très bien. En fait, l'aquaponie, c'est un projet. En fait, c'est quelque chose d'utilisé en permaculture, c'est-à-dire qu'il faut utiliser en économie, il faut élever des poissons. Et est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends. Oui, le principe, c'est donc d'élever des poissons en amont et, et les déjections des poissons vont être utilisées en tant que nutriments pour la culture de, de- de- pour la culture de plantes. Je ne sais pas. Oui, je vois l'écran. Donc, Oui, oui, euh, oui, je vois. vous dites? Donc, on a par exemple un bassin dans lequel on va cultiver, pardon, on va élever des poissons, donc dans un environnement contrôlé. Ah Et non, non, je ne vais pas présenter mon écran. Je ne vais pas partager mon écran. présentation, si c'est pas long, attendez, je sais pas si Vous m'entendez toujours? oui, je vous entends. Donc, vous voulez présenter quelque chose?
Excusez-moi, je crois que je confonds un peu. Alors, je ne sais pas si dans le monde, et si vous êtes invité ou pas, je ne sais pas si vous pourrez faire de la présentation, mais il faudrait que je me connecte avec... En fait, ah, on m'a demandé d'expliquer un peu le système aquaponie industrielle que j'ai présenté en tant que projet IPT. oui. Oui, et donc c'est ce que je voulais expliquer un peu, mais je n'ai pas d'image sur mon écran permettant de l'expliquer, de l'illustrer, mais je vais juste l'expliquer verbalement. Je ne sais pas si ça va aller. Oui, je crois que vous avez fait une première explication dans laquelle vous parlez de, par exemple, on a un bassin, donc un environnement contrôlé dans lequel sera élevé des poissons. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, oui, et Et- une pompe va recycler l'eau du bassin oui, pour en fait utiliser les déjections des poissons en tant engrais naturel je vois. pour les plantes qui se sont situées dans une station en, souvent en hauteur par rapport au bassin. Et c'est donc un système en cycle fermé. Il y a on input que la nourriture qu'on donne aux poissons. Et ça va, le cycle va fonctionner comme ça. C'est déjà répandu en Europe parce que là-bas, la permaculture est déjà très en vogue. Mais en Afrique, ici, on n'a pas encore des problèmes liés à à la nutrition au niveau de ce genre de choses. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'étudier ce genre de technologie, de ce genre de technique, mais ça peut être intéressant. Absolument. Donc, Je crois qu'avec l'explication, c'est beaucoup plus clair maintenant. En tout cas, pour moi, j'espère que pour les autres, c'est pareil. oui, Oui, oui. Merci beaucoup. oui, Mais est-ce que merci à c'est vous. différent de... J'ai appris une fois lors de mes recherches que on peut aussi élever les poissons tout en cultivant le riz. Donc, dans le même bassin, on fait le riz et puis on laisse les poissons là, ils se nourrissent aussi. J'ai vu ça, Oui, c'était un c'est une technique. documentaire vraiment intéressant. Oui, c'est le principe même de la compagnie. Je pense que c'est la version où on ne fait pas recirculer l'eau. C'est-à-dire que l'eau n'est pas renouvelée de manière mécanique en le faisant en circuler, mais que les plantes vont nettoyer. Parce que les poissons ont besoin, ont ce besoin naturel que l'eau soit toujours propre et que certains autres paramètres. Et les plantes vont faire avoir ce rôle-là et vont faire le travail naturel qui devrait normalement être fait manuellement par les hommes, mais à un certain réglage, un certain système, le système peut se renouveler tout seul. Merci beaucoup. Ok, Merci ok, vraiment. ok. Oui, oui. Donc, oui, j'espère que pour les autres, que ces explications-là auront été utiles pour éclaircir, pardon, et approfondir le sujet. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Merci beaucoup, Viala. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Bon, on n'a pas parlé d'une technologie qu'on utilise. Je ne sais pas si on utilise du LoRaWAN ou bien du Raspberry pour les programmes. On a juste parlé des capteurs, des serveurs et tout, mais on n'a pas parlé de l'interconnexion. D'accord. Je vais y répondre en commençant par une question. Bon, c'est juste pour savoir. Est-ce que vous étiez avec nous durant la séance dernière? Ouais, bon, je n'étais pas là, mais j'ai suivi le cours sur YouTube. D'accord, ok. Oui. C'est pour ça que je suis passé dessus rapidement, parce que ce cas de figure-là précis, ça a été comment dire, ça a été le sujet de notre séance de la dernière fois. Donc là, on s'est consacré à une étude de cas. Donc on l'a fait du début jusqu'à la fin. Une fois que les capteurs étaient choisis,
on a utilisé l'interconnexion, bien sûr. Et dans notre cadre, là, on va, bien sûr que LoRa sera utilisé. Et dans le premier projet aussi, je l'ai mentionné, donc on va prendre les capteurs, donc plutôt les petits nœuds, les petits nœuds de LoRa qu'on va monter sur les objets. Et bien sûr, c'est ça qui en fait des objets. Et une fois, bien sûr, il faudra choisir l'emplacement où déployer les stations de base ou bien les passerelles dans le cadre de LoRaWAN, donc les passerelles ou les gateways. Donc, il faudra bien sûr réaliser en premier lieu un test de couverture pour déterminer l'emplacement idéal pour ces passerelles-là. Ça, quand même, ça prendra quand même un temps assez conséquent. Donc, c'est pour ça qu'on avait consacré la séance dernière à ça. Si vous n'avez pas suivi cette partie précise, quand même, je vous conseille de vous référer aux enregistrements. C'est vraiment important et bien sûr, ça aura été utile dans le cas du premier projet, dans le cas du second projet également. Mais vu que ces points-là ont déjà été abordés, c'est pour ça que j'ai zappé. D'accord, d'accord. Bien, vous en prie. Donc, on atterrit maintenant sur le troisième projet de Mélanie, donc un système Home Assistant. Donc, ce sera un système de surveillance et domotique. Comment concevoir ce type de système et comment en faire un projet d'entreprise en Afrique subsaharienne? Donc là, je crois qu'il y a Mélanie avec nous. Je crois que là, on sort directement du simple cadre de LoRaWAN. Là, cette question, je crois qu'elle est un petit peu trop ouverte pour moi, en tout cas. Et attendez, il y a... y retourne. Yeah. Donc, déjà, comment concevoir ce type de système? Dans le cas précis, un système de surveillance. Là, ça dépendra. Bien sûr, là, on parle de surveillance, donc je suppose que là, vous voulez vous référer à la détection d'intrusion, par exemple, le contrôle d'accès dans une zone ou bien une maison, et choisir qui va où, savoir qui va où, et être alerté lorsqu'une personne non autorisée franchit un certain périmètre. Je suppose que c'est le cas, hein. Donc, on va commencer avec les capteurs. On va commencer avec les capteurs rapidement, comme dans l'autre. C'est déjà vulgarisé en Occident. Là, vous parlez toujours du projet précédent ou bien dans le projet actuel, le projet 3, et Doris. D'accord. Oui, absolument. Donc, ces systèmes domotiques sont déjà assez répandus. Ce qu'on va essayer de faire dans le cas précis, OK, on va essayer quand même, qu'est-ce qui sera différent? Donc, vous avez vu l'un des volets ici, c'est la nouveauté. Donc, soit vous importez tout simplement une technologie qui est déjà existante et vous implantez. Donc, là, il y aura éventuellement un conflit de qu'est-ce que vous proposez de nouveau. Ou soit vous essayez de créer quelque chose de légèrement différent avec des nouveautés quand même. Donc, c'est éventuellement ce qu'on va essayer de faire. Donc, supposons qu'on est dans le cadre de la sécurité ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme capteur pour la surveillance? Donc, les gars, allons-y. Dans un premier temps, donc, on suppose qu'il y a l'intrusion, hein, pour la détection de l'intrusion, éventuellement, des intrusions. Vous êtes là avec moi? Donc, si on se réfère un petit peu au début de la séance dernière, les capteurs, donc, éventuellement, détecteurs de présence, oui, pourquoi pas? Donc, bien, bon. Détecteur de présence, on a ça, ou laser. Ça, c'est pas les lasers concentrés, mais juste pour détecter si quelqu'un franchit une zone non autorisée. Et sur le chat, j'ai vu caméra infrarouge. Donc, il y a pour l'intrusion. Je vais juste faire ça. Donc, on met la caméra ici. Non. Caméra infrarouge. Le capteur de présence, oui. Donc, pour le similaire au PR, c'est ça
Je crois que c'est basé sur l'infrarouge ici. Donc, c'est passif infrared, quelque chose comme ça. Donc, oui, détecteur de présence. On a les caméras infrarouges. Et ça, je sais pas si vous avez vu, vous voyez les films d'espionnage, ce genre de choses. Généralement, ça couvre un accès, ça couvre un endroit non autorisé. Donc, derrière, avant d'accéder à cette zone, il faut forcément soit passer par un scan rétinien, donc avec les yeux, ou avec un pass d'accès pour pouvoir désactiver ce système-là ou ces capteurs-là de manière temporaire. Donc, si on installe là, ce système-là, donc forcément, il faudra installer aussi le scan. Pourquoi pas? Pour l'identité, donc le scan rétinien peut-être. Ça, je ne sais pas si vous pourrez trouver ça dans le commerce et à quel prix, parce que j'ai jamais réussi à rétinien, oui, j'ai jamais réussi à m'en procurer, mais j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Donc, des badges d'accès ou des passes. Ah. Donc, supposons qu'on a ça. Donc, je dis ça, c'est pas forcément dans un cadre corporate, industriel, dans une entreprise. Ça peut être à la maison également. Donc, vous voulez simplement sécuriser votre cadre de vie. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai mis quoi ici? C'est protocole plutôt. Donc, si on suppose que, on retourne sur le chat un petit peu. Donc, un scanner d'empreinte est aussi une alternative au rétinien. Absolument. Donc, ça, c'est toujours les données biométriques. Donc, il y a un scanner d'empreinte. Il y a. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. LDR. Donc, c'est quoi LDR, Mélanie? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu plus là-dessus? Mélanie, vous êtes là? Un capteur de luminosité. D'accord. Dans le cadre du système de surveillance, on utilise la luminosité pour détecter s'il y a quelqu'un ou pas. Si vous pourrez juste nous éclairer dessus, ce serait cool. Non, l'objectif, là, c'est de pouvoir surveiller à distance la maison. Par exemple, de pouvoir savoir ce que les enfants font, s'il y a des intrus qui entrent et tout. Et de pouvoir aussi automatiser certaines actions à l'intérieur. Par exemple, allumer, éteindre les lumières et tout. Voilà. D'accord. Donc là, ça rentre dans le cadre purement domotique, pas forcément la sécurité. Sécurité domotique, les deux ensemble. Ça marche, oui. Donc, pour la luminosité domotique. Yeah, merci. Donc, maintenant qu'une fois que ça c'est fait, on suppose qu'on cherche un moyen de connecter tout ça. Hein. Donc, déjà, si ça a trait avec la sécurité, tout ce qui est là, donc, du PIR, du PIR, laser, caméra infrarouge, ceux-là, on suppose que c'est assez sensible. Donc, généralement, on utilise des protocoles filaires. Pardon, on a un capteur d'ouverture qui sert aussi à voir si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée. Absolument. Je crois que ça, on les appelle, ceux du domaine industriel, vous les appelez tort, non? Tout ou rien. Donc, on va mettre ça quelque part ici. Capteur ou détecteur. Hein. Donc, capteur ou détecteur tort. Okay. Ou rien. Donc, soit que c'est ouvert, soit c'est fermé, quoi. Donc, s'il y a contact, on suppose que c'est fermé. Sinon, c'est ouvert. Oui, merci beaucoup. Donc, il faudra trouver un moyen d'interconnecter tout ça. Donc, tout ce qui est assez sensible et dans la mesure du possible, on préfère les connecter de manière filaire que non filaire. Ça rejoint une des questions qu'on va aborder vers la fin. Donc, ça, comme un protocole, là, c'est le protocole qu'on va aborder ici. Ça, c'est plus les interfaces. Bien sûr, ça constitue des protocoles également, mais c'est plus des interfaces. Donc, ceux-là, on va les connecter avec Ethernet. Donc, ceux qui sont infrastructures sensibles, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vu que je crois que c'était lors de la seconde séance,
dans une discussion avec l'un d'entre vous ici, je suppose que c'était Cissé, où on parlait justement lorsqu'on parlait de la bande de fréquence donc, et de la radiofréquence. L'énergie, si on suppose que c'est le Wi-Fi ou bien les protocoles comme LoRa, c'est rayonné dans l'air. Donc, à peu près tout le monde peut capter ce signal-là. La différence va maintenant intervenir au niveau cryptage. Donc, la sécurité, le niveau de cryptage qu'on met pour sécuriser ces données-là. Et bien sûr, tant que quelqu'un peut intercepter ces données, la personne peut toujours mettre autant de ressources qu'elle peut pour pouvoir craquer, si possible, ces données, craquer la sécurité, récupérer les données qui ont été initialement cryptées. Donc, tout ce qui est sensible, ici, assez sensible, on évite le wireless, donc on évite le sans fil et on le met sur une interface filaire. Donc, on suppose que là, c'est l'Ethernet. Maintenant, si on revient à la domotique, si on veut allumer ou éteindre une lumière, par exemple, ouvrir ou fermer une fenêtre, ceux-là, dans la mesure du possible, on pourra les mettre sur quelque chose, un protocole ou bien une interface sans fil. Et dans ce cas précis, oui, beaucoup de personnes vont me parler du Wi-Fi. Ça se fait d'habitude, mais n'oubliez surtout pas, on veut aussi parler de nouveautés. On est en train d'essayer de faire quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait d'habitude. Quelqu'un va me dire Wi-Fi, Bluetooth. Oui, et je vais dire d'accord, mais pourquoi pas quelque chose comme le Zigbee? Donc, oui, je vais demander pourquoi pas quelque chose comme le Zigbee. Le Zigbee, ça fonctionne à peu près dans le même rayon que Wi-Fi. Le Zigbee peut aller jusqu'à 100 mètres et initialement, le protocole Zigbee et l'interface Zigbee a été créé purement dans cet objectif-là, pouvoir faire un réseau personnel, donc les Personal Area Network, donc réseau de type qui va couvrir votre maison, quoi, où vous connectez vos propres objets. Donc, on peut mettre Wi-Fi, Bluetooth, ou bien le BLE, Bluetooth Low Energy, mais bien sûr, on met Zigbee. Et l'avantage du Zigbee par rapport au Wi-Fi, c'est la consommation énergétique, principalement. Là, je suis un petit peu réticent à l'idée de mettre quelque chose comme LoRa, parce que là, je peux le dire, c'est mon avis personnel, mais je suppose que c'est justifié. Si le projet que vous êtes en train d'utiliser, il est convenable d'utiliser quelque chose sur courte distance, c'est mieux d'utiliser ce protocole-là plutôt que d'opter pour quelque chose qui peut couvrir longue distance et vous voulez l'utiliser pour la courte distance. Le Zigbee, principalement, si vous l'utilisez, peu importe la configuration, ça peut être garanti généralement que ça va rester dans le range, la couverture des 100 mètres. Alors que LoRa, en fonction de l'énergie et des paramètres de transmission, donc en fonction de la puissance avec laquelle vous transmettez, LoRa peut aller juste à des kilomètres. Et le problème, c'est quoi? Vous devrez déployer beaucoup plus de moyens pour restreindre votre communication, choisir les paramètres pour pas que ça aille plus loin. Le pourquoi, c'est que si vous allez beaucoup plus loin, vous allez déranger vos voisins inutilement. Vous allez créer de l'interférence, sur une partie du réseau qu'il ne faut pas. Alors que n'oubliez pas, rappelez-vous, LoRa utilise une partie du spectre qui est partagée. Vous ne payez pas pour utiliser ce spectre-là. C'est gratuit. Donc, il faut quand même être de bons voisins et ne pas déranger les autres dans l'utilisation du spectre s'il faut. Donc, c'est pour ça que je suis assez réticent, donc je m'abstiendrai d'ajouter LoRa dans la partie couverture ici. Quoique, si vous voulez le faire, ne vous dérangez pas, vous pouvez toujours le faire, mais je ne vais pas ajouter LoRa dans la partie couverture ici. Donc, la nouveauté ici, ça pourrait être un protocole comme le Zigbee qui peut couvrir quand même un large rayon et être à la fois économique. Donc, si on repart au niveau nouveauté ici, on pourra mettre économie d'énergie. Économie d'énergie. Donc, si vous voulez maintenant vendre ce produit, quelqu'un va vous demander, Mélanie, non. OK, vous présentez un système domotique, un système de sécurité à la fois. Mais qu'est-ce que ça présente par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Je dis, OK, je n'ai pas connecté mon réseau d'actionnaires et de capteurs sur le Wi-Fi. J'utilise un protocole beaucoup, beaucoup plus économe en énergie. Et ça, par exemple, c'est un argument de vente. Si on retourne un petit peu sur le chat,
Un capteur de... Oui, ça, là. LoRa ne sera pas compliqué pour transmettre les vidéos, par exemple, donc, genre la lenteur. Oui, déjà, on ne peut même pas transmettre la voix sur LoRa. Donc, c'est ça déjà, on pourrait y arriver légèrement, mais avec une latence assez élevée. Donc, généralement, on évite et c'est pas pour ça de toute façon. Donc, on ne peut même pas transmettre la voix. Donc, pour la vidéo, n'en parlons même pas. Donc, c'est vraiment pas adapté pour ça. Vous êtes là, Doris. Donc, Laura, si on va revenir à la partie vidéo. Donc, si dans vos systèmes de surveillance, il faudra la vidéo, là, forcément, il faudra retourner aux protocoles qui sont quand même assez rapides, comme le Wi-Fi et l'Ethernet. Mais un protocole comme LoRa, ce n'est absolument pas convenable pour ça. Donc, on a, oui, l'économie d'énergie, ça comme nouveauté, par exemple. Et maintenant, le gain. Je crois que le gain, ça sonne comme la nouveauté également, hein. Donc, si on me demande qu'est-ce que je vais gagner avec ce système-là, comparé au système existant, bah, ok. Donc, nouveauté, déjà, je mets Zigbee plutôt pour pouvoir remettre l'économie d'énergie comme gain. Donc, il ne faudrait pas que je répète le même argument devant. Donc, Zigbee, ou soit, si je fais comme ça, donc, c'est un protocole faible consommation. Consommation, donc, tel que le Zigbee. Et là, en termes de gains, oui, bien sûr, je mets l'économie d'énergie. Maintenant, sur un terme totalement différent, supposons que vous voulez quand même ce système-là pouvoir y accéder à distance. Donc, si c'est juste être alerté s'il y a une intrusion, donc ça va toujours rejoindre ce qu'on a dit un petit peu plus haut. Donc, il y a un petit serveur dans le cloud qui est relié à toute l'infrastructure à la maison. Maintenant, si ça touche pas, ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de débit, hein. Donc, même en utilisant, je crois que ça revient toujours au réseau. Donc, en utilisant un reverse tunnel, un tunnel, vous passez par un serveur VPS, vous utilisez un tunnel pour vous connecter votre réseau de la maison à un serveur quelque part pour pouvoir y accéder. Donc, le débit sera assez faible en fonction de votre infrastructure, mais si c'est juste pour émettre des alertes en cas d'intrusion, ça va, ce sera convenable, le système marchera très bien. Maintenant, si c'est pour pouvoir accéder aux caméras de surveillance à distance, là, c'est un niveau totalement différent où là, il faudra louer un vrai serveur dans le cloud où vous déployez votre infrastructure de serveur à la maison. Et je ne sais pas si c'est là, c'est avec lui que je discutais, je suppose, hein, ou bien c'était avec Saïdo, je ne me rappelle pas très bien, de pourquoi il faudrait, soit on choisit un petit ordinateur ou bien on choisit un SBC, donc les ordinateurs nanocartes de type Raspberry Pi, BeagleBone, par exemple, ou soit il faudrait un serveur dédié. Dans ce cas précis, il faudrait un serveur assez puissant pour pouvoir déployer toute cette infrastructure sur le site, donc à la maison. Et il faudrait aussi un accès. Là, vous demandez à votre fournisseur d'accès à Internet, il va vous donner une connexion réseau avec un débit assez élevé et bien sûr votre propre adresse IP pour pouvoir ouvrir tout ce service-là à Internet. Et dans ce cas précis, vous pourrez y accéder directement sans avoir passé par le cloud. Et en termes de sécurité, c'est toujours mieux si la chose est de, comment dire, hébergée chez vous plutôt que par le cloud. Oui, allez-y, Mélanie. Oui, merci beaucoup. Oui. En fait, j'en ai vu le système que je suis en train de cumuler. À la maison, le système de surveillance qu'il y a pour les enfants et tout, c'est qu'il y a la caméra qui est là, mais lorsque on n'est pas à la maison, on a la possibilité sur une application, on met le code, de pouvoir voir tout ce qui est en train de se passer à la maison, tout ce que la maman est en train de faire à la maison et tout. Donc, Oui. on a accès à tout ça à distance. Bon, je ne sais pas. Ce sont des gens qui étaient venus installer ça et tout, et j'ai vu comment ça fonctionne. Mais quand je n'ai pas vraiment, je ne m'étais pas vraiment intéressée à cela, c'est arrivé ici lorsqu'on a fini les cours sur les IoT et tout, qu'on a travaillé avec des gateways, que ce soit le Wi-Fi ou Zigbee et tout, que je me suis dit, wow,
J'avais vu quelque chose comme ça, pourquoi ne pas en faire en même temps avec un système de sécurité? Et au Bénin, spécifiquement à Calavi, à Cotonou, ceux qui sont là-bas savent comment les voleurs cassent tout, que ce soit même au portail, que ce soit à tout moment, ils peuvent tout casser. Et je me dis, pourquoi ne pas agir sur la sécurité et en même temps sur la surveillance et sur l'efficacité énergétique. Et j'apporte cela pour revenir sur la possibilité de voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison, même en étant au boulot, même en étant ailleurs. Merci beaucoup. D'accord. Donc là, oui, ces caméras de surveillance dont vous venez de parler, donc ça, c'est, premièrement, vous achetez la caméra, mais le vendeur aussi, donc, il vend, le vendeur, donc, il vend deux choses. Premièrement, il vous vend la caméra et secondement, ouais, et en second lieu, il vous vend aussi cette possibilité-là de pouvoir accéder à la caméra peu importe où vous vous situez. Si vous êtes à la maison, donc si la caméra, par exemple, se connecte à votre Wi-Fi, si vous êtes à la maison, donc là, vous êtes dans votre réseau local. Donc, même sans passer par une infrastructure extérieure, vous pouvez toujours accéder à cette caméra. Maintenant, si vous êtes dehors sur Internet, la manière dont l'architecture réseau se présente actuellement, donc vous êtes derrière votre routeur, une personne depuis l'extérieur ne peut pas accéder à une caméra qui se trouve dans votre maison. En tout cas, pas aussi simplement. Et d'une certaine façon, ça protège, mais quand il s'agit des services, c'est aussi un inconvénient. Donc, pour pouvoir accéder à ces caméras-là, forcément, le flux vidéo va d'abord passer par le cloud. Donc, quand je dis cloud, le cloud, vraiment, ça on dit, c'est dans les nuages. Donc, c'est juste un serveur quelque part. Dans le cas précis, c'est le serveur du vendeur, le gars qui a vendu celui qui les a conçus. Donc, il a un serveur quelque part bien configuré pour recevoir tout le flux vidéo. Et votre application aussi connaît très bien l'adresse de ce serveur-là. Donc, vous entrez dans l'application, vous entrez vos paramètres tels qu'il faut. Et l'application aussi se connecte au même serveur. Et dans ce cas, le serveur, lui, va servir de tunnel. Le flux vidéo va partir de votre maison ou bien le babyphone, le babycam. Donc, ça part du babycam, ça passe par Internet pour arriver au serveur et le serveur la redirige vers votre application. Donc, dans ce cas précis, le serveur là va juste servir de tunnel. Sans un serveur au milieu, actuellement, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ça dépend. Il y a ce truc-là qu'on appelle. Je ne sais pas à quel point vous êtes à fond dans les réseaux. Donc, si vous utilisez un truc comme, si c'est basé sur TCP, là, c'est purement impossible. Bon, on ne peut pas totalement dire impossible. Si le protocole réseau pour le streaming, hein, l'application le protocole de streaming vidéo est basé sur UDP, il y a quelque chose qu'on appelle UDP True Pointing. Donc, c'est quelque chose pour, même si vous ne passez pas forcément par un serveur extérieur, il y a quand même un moyen de faire communiquer deux nœuds depuis un réseau, donc depuis deux réseaux différents à travers Internet sans passer par un serveur extérieur. Mais il faut forcément établir la communication dans un premier temps. Et ça, c'est un petit peu plus avancé et ça ne marche pas toujours. Donc, si vous êtes dans le cadre si vous êtes derrière un firewall, un pare-feu, donc si on suppose que vous êtes à l'UM6P, avec la connexion de l'UM6P, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de choses-là. Je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais je suppose que ça, c'est important et ça devrait rejoindre votre sujet d'intérêt. Donc oui, j'espère que j'ai répondu à ce qu'il faut pour cette inquiétude-là, Mélanie. Donc, Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé de udp.com, quelque chose comme ça. Et non, ce n'est pas comme UDP, c'est le protocole. Donc, User Datagram Protocol. Ça, c'est vraiment les backbones d'Internet. Donc, si vous voyez la pile, le stade, la pile, le modèle OSI ou bien le modèle TCP/IP, quelque chose comme ça en rapport avec les réseaux. Donc, vous allez voir, il y a deux protocoles principaux, soit le TCP ou bien soit le UDP. Donc, je crois que là, on va freiner un petit peu ici. On pourra revenir sur ça plus tard si le sujet vous intéresse. Mais pour le moment, je crois qu'on va freiner là. Juste le fait d'avoir en tête que forcément, il faut un serveur au milieu pour faire le pont. C'est déjà suffisant pour avoir l'idée comment se passe l'architecture de manière générale.
Je vous en prie. Viala, vous vouliez poser une question ou bien ajouter une contribution? Oui, je voulais te demander, vous avez parlé de passer où, d'utiliser des connexions sans mettre, sans avoir le serveur au milieu. Est-ce que c'est des connexions peer-to-peer? Euh, J'ai entendu parler de ce type de connexion. En fait, c'est comme une connexion entre tes ordinateurs ou de système, entre un capteur où il y a un système embarqué, par exemple. Est-ce que c'est la même, c'est le peer-to-peer, le protocole utilisé? Qu'est-ce que vous entendez par peer-to-peer? Et ouais, vous pouvez reprendre la question dans son ensemble. Je crois que j'en ai raté quelques briefs. Ah, vous avez parlé tout à l'heure en fait, de type de connexion. Soit donc on utilise un serveur, Oui, soit on n'utilise pas un serveur, mais que la communication peut se faire quand même. oui. Et je ne sais pas. Et là, vous avez parlé de pare-feu et de. Oui, dans le second cas, oui, on ne va pas forcément passer par un serveur qui va servir de relais ou bien de tunnel. Oui, donc dans ce cas, ça ressemble à quelque chose comme qu'on pourrait assimiler au peer-to-peer, totalement. Ça veut dire que vous envoyez les données. Bien sûr, ça va passer par les équipements d'interconnexion réseau, hein, pour l'Internet, les routeurs, etc. Mais oui, en fin de compte, ça va juste venir chez moi sans forcément passer par un serveur tiers. Dans ce cas, oui, vous pouvez voir la connexion comme peer-to-peer. Comment ça marche? En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et généralement, si vous voulez émettre des appels, par exemple, voix IP et la voix sur IP, généralement, ils essayent de connecter ils essayent de connecter la première personne avec la seconde personne, avec ce moyen d'abord. Parce que ce moyen-là, ça ne va pas utiliser, eux, leurs ressources réseau. Donc, si jamais les deux personnes se retrouvent dans une zone ou bien derrière des réseaux qui permettent ce genre de connexion, il va les laisser communiquer directement. Si vous utilisez WhatsApp, par exemple, je ne sais pas vraiment comment ils ont implémenté leur truc, mais je suppose que oui, dans un premier temps, si vous pouvez vous parler comme ça, sans passer par leur serveur, mais tant mieux. Dans ce cas-là, vous n'allez pas occuper leur bande passante. Maintenant, si vous trouvez derrière un pare-feu, beaucoup de pare-feux ne permettent pas ce genre de choses. Si vous êtes derrière à la maison avec votre propre réseau 4G, ça va marcher. Mais si vous êtes derrière un pare-feu, généralement dans les universités et autres, là, forcément, la connexion a besoin d'être relayée à travers un serveur. S'il s'agit de WhatsApp, donc WhatsApp va relayer la connexion d'un point à un autre. Donc, c'est un petit peu ça. J'espère ne pas m'être trop éparpillé. Allez-y, Saïdou. Oui, alors donc ma question donc c'est voilà par rapport au projet de Mélanie, par exemple, donc je suis une société donc qui est spécialisée donc, pour installer le système de vidéosurveillance. On va prendre l'exemple de la domotique. Donc par exemple, un client m'appelle et dit voilà, il a besoin que je lui installe ça. Donc alors si j'ai bien compris, et voilà donc normalement ce qui est bien, c'est que donc les données ne devraient pas passer donc à travers un serveur cloud. Donc, tout doit se faire localement donc, pour une question de sécurité. Mais donc, ma question, je me pose donc, il faudra donc nécessairement installer un serveur donc, sur place. Mais donc, l'utilisation du serveur ne va-t-elle pas augmenter alors le prix de toute l'infrastructure? Par exemple, on parle de juste une seule maison et on parle encore d'acheter un serveur. Donc, je pense que le prix, voilà, ça va un peu grimper, quoi. Oui, absolument, je suis d'accord. Et de manière générale, même par exemple, ceux qui font installer leurs infrastructures de sécurité, oui, ils ne déploient pas un serveur sur place parce que oui, ça coûte extrêmement cher. Il faudra prévoir une alimentation de secours si jamais il y a coupure de courant. Il faudra prévoir un circuit de refroidissement. Il faudra prévoir une redondance, donc sauvegarder les données quelque part si jamais le circuit
qui est sur place va crier, oui, il faudra. Ça fait beaucoup de choses et les prix de revient, donc les prix à la fin vont quand même être beau. Les prix vont quand même beaucoup plus élevés. Et je suis d'accord. Ce qui fait que, oui, malgré tout ce que j'ai dit là, c'est mes préférences et mes propres préférences. Et si on part sur un site extrêmement sensible, là, forcément, vous n'auriez pas le choix. Si vos données sont vraiment sensibles, il faudra les déployer le serveur comme il faut. Mais malgré tout ça, la majorité de ceux qui ont leur système de surveillance, ils passent toujours par le cloud. Et je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement là, ça dépend de la manière dont vous voulez voir les choses. Hein. Ça dépend de votre propre point de vue. Mais même aujourd'hui, beaucoup de ces systèmes-là sont toujours hébergés dans le cloud. Donc, tous ceux qui vendent ces équipements de télésurveillance, donc tels que le babycam que Mélanie vient de décrire. Le problème, c'est que supposons que vous n'êtes même pas le vendeur, il n'est même pas de votre pays, vous achetez un truc de l'étranger. Vous ne savez pas si la connexion est vraiment cryptée ou pas. Et même si, dans ce cas, vous dites que c'est crypté, vous ne savez pas si le gars ou bien le vendeur qui héberge vos données dans le cloud, vous ne savez pas s'il a la clé qu'il faut pour pouvoir décrypter ces données ou pas. Vous imaginez si vous avez votre infrastructure de télésurveillance chez vous et que quelqu'un, quelque part, peut quand même intercepter ce flux vidéo-là, ou bien il n'a même pas besoin d'intercepter parce que ces données-là passent directement dans son système à lui et qu'il peut épier sur vous à n'importe quel moment de la journée. Vous voyez là où je vais en venir et ce qui me motive à plus tendre vers la partie serveur sur site. Mais je suis quand même d'accord avec vous. Pour une question de coût, beaucoup de personnes actuellement, ils choisissent toujours d'utiliser les infrastructures cloud. Le problème, c'est qu'en tout cas, actuellement, il ne s'est pas vraiment homologué et il n'y a pas de gros audits derrière pour savoir si ce vendeur-là, il est vraiment habilité, si tout le système est assez sécurisé pour que d'autres personnes puissent l'utiliser ou pas. Donc, c'est ça. Donc, là, je crois que oui, on a beaucoup parlé. Je croyais qu'on allait passer sur ce projet rapidement, mais non. Donc, on a beaucoup parlé dessus. Et oui, est-ce que Justin est là? Je ne sais pas s'il est là avec nous. Donc, le projet de carte à puce, c'était une proposition de Justin. Justin Kodar, vous êtes là avec nous? Je suppose que non. Donc, c'était quand même un des projets assez intéressants, même très intéressant. Donc, la traçabilité des cartes à puce. Donc, vous avez votre carte bancaire, ce sera équipé d'un petit émetteur, pardon. Donc, votre carte d'identité ou passeport. Au cas où vous perdez cette carte-là, donc au cas où vous la perdez, vous pourriez, à l'aide de cette puce-là qui va émettre des signaux, retrouver votre carte, donc d'identité, passeport ou bien carte bancaire, facilement à travers la localisation. Donc, ce qui lui a inspiré ce projet-là, ça vient de BLE Mesh. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la technique ou bien la technologie en question. Donc, on a actuellement avec le Bluetooth, vous pouvez créer un réseau. Donc, vous avez votre Bluetooth qui est allumé, quelqu'un qui est à côté, il a son Bluetooth allumé, quelqu'un d'autre aussi. Donc, ces réseaux-là, ils vont créer quelque chose qu'on appelle un réseau maillé, donc un mesh network. Ça, j'étais revenu dessus légèrement à la fin de notre séance c'était le numéro 2 ou bien numéro 3. Je ne m'en rappelle pas, mais on l'a quand même mentionné au début. Je crois que c'était la séance dernière. Donc, le mesh network. Ce qui fait que lorsque celui-ci va transmettre, ces nœuds-là vont relayer la communication dans les autres nœuds du réseau. Donc, ce nœud-là qui est ici peut transmettre jusqu'à l'autre extrémité du réseau. Donc, qu'est-ce que ça fait si jamais ceci, c'était votre téléphone et que ça se perd? Donc, vous pouvez utiliser un autre téléphone pour le retrouver. Donc, lui va émettre des signaux avec des caractéristiques propres au téléphone, peut-être l'email, le numéro de série, ce genre de choses. Et donc, vous de l'autre côté, vous dites, OK, moi, je cherche mon téléphone avec ce numéro de série-là. Donc, lorsque un des nœuds du réseau va recevoir un signal provenant de votre téléphone, pourra vous dire que, oh, ce téléphone-là, j'ai reçu son signal, il est juste à côté de moi. Donc, avec ça, on pourrait à peu près localiser le téléphone.
Et c'était une idée similaire. Donc, c'est ce qu'ils voulaient discuter. Donc, on utilise VLE Mesh. Donc, ça existe déjà. Ou LoRa pour garantir le champ de localisation et d'autres avantages. Donc, et ici, ce projet-ci, je crois que je ne sais pas si on va écrire ou bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait passer dessus assez rapidement. Donc, déjà, là, avec LoRa, oui, on pourrait totalement utiliser LoRa et même dans la recherche actuellement, un des sujets de recherche porte sur la localisation en utilisant la technologie LoRa. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent dessus et même quelqu'un de mon labo a fait sa soutenance. Donc, il a soutenu sa thèse de doctorat il y a environ 6 mois et c'était dans le domaine de la localisation en utilisant LoRa. L'état de l'art, de la localisation basée sur la technologie LoRa ou LoRaWAN aujourd'hui, c'est que là, on a le souci de précision actuellement. Donc, c'est la précision le problème. Par exemple, si on prend les satellites, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment ça marche, la localisation avec le GPS, mais c'est beaucoup de satellites qui émettent des signaux. Donc, il y a le récepteur GPS qui va recevoir ces signaux-là et va faire des calculs basés sur le temps ou bien l'angle. Ça dépend de l'implémentation. Donc, le temps, on sait le temps auquel le signal a été émis et on sait le temps auquel ces différents signaux-là vont être reçus. Et basé sur ce temps-là, on peut calculer la distance et on fait une trilatération pour pouvoir déterminer la position approximative. C'est ça. Maintenant, pour pouvoir utiliser LoRa pour faire à peu près la même chose, on va supposer qu'il y a quand même un réseau qui est assez étendu, vu que là, on ne parle pas d'un champ, mais on parle d'un endroit quelconque où vous pourriez perdre votre carte d'identité, votre carte bancaire, votre passeport. Donc, là, il faudrait quand même supposer qu'il y a un réseau assez vaste. Supposons un réseau sur toute l'étendue du territoire ou bien dans une ville. Et là, on va utiliser les différentes passerelles qui vont avec leur position de référence. Donc, lorsque un nœud émet un signal, là, généralement, on ne connaît pas le temps auquel le signal a été émis. Donc, on va plutôt se baser sur la différence de temps à l'arrivée. Normalement, ça s'appelle time difference of arrivée. Pardon, j'écris ici. Donc, TDOA, quelque chose comme ça. Yeah, time difference of arrivée. Peut-être que je mets ça. Oh, pardon. Je vais mettre ça dans le chat plutôt. Donc, on utilise quelque chose comme ça. Donc, de manière à ce que, OK, on sait que les passerelles, elles, peuvent être connectées entre eux, notamment en utilisant une puce GPS. Donc, on sait à quel moment cette passerelle-là a reçu le signal, cette autre passerelle-là. Et vu que toutes les données reçues par les passerelles vont être dirigées vers un serveur, donc ce serveur-là pourra effectuer la localisation. Donc, c'est en utilisant la différence de temps entre eux. Le problème, là, avec les passerelles, c'est la granularité, donc la précision du temps. La plupart de ces passerelles-là sont équipées avec un GPS dont la précision est de l'ordre de la microseconde. Si vous êtes déjà un peu intéressé au domaine, vous faites les calculs déjà, on suppose que le signal traverse à la vitesse de la lumière. S'il y a une microseconde, d'erreur, une marge d'erreur d'une microseconde, ça donne déjà 300 mètres d'erreur. Donc, une marge de 300 mètres et une marge d'erreur de 300 mètres pour l'estimation de la distance. C'est pas terrible, vous me direz, vous. Vous me direz, pardon. Donc, c'est pas terrible, me direz-vous. Si c'est dans un champ vraiment très vaste, ou bien on veut localiser peut-être quelque part dans quelle région se trouve un ennemi. Donc là, avec 300 mètres, ça va. On va dire que 300 mètres de rayon, on pourrait dire que ça va. Mais pour localiser une puce, 300 mètres, c'est pas terrible. Maintenant, il y a eu, si on suppose que c'est une précision à la nanoseconde, donc là, ça va faire 0,3 mètres. Là, c'est super. Mais les GPS avec 0, à la nanoseconde de précision, il faut pouvoir en trouver d'abord, sans procurer, équiper les GPS et les passerelles avec. Donc, c'est l'un des problèmes. Il y a d'autres personnes qui ont utilisé des algorithmes de machine learning, donc, ou bien de deep learning pour pouvoir affiner la localisation. Ce qui fait que, de manière progressivement, on a des algorithmes ou bien des techniques de localisation basées sur LoRa qui sont en train d'être déployées. Et on espère que, bientôt, on aura quelque chose de totalement opérationnel. Mais juste que LoRa, généralement, on l'utilise pour la communication
et la localisation, on l'ajoute comme service supplémentaire. Je crois que c'est ce que je peux dire. C'est dommage que Justin lui-même ne soit pas là, mais si on puisse dire quelque chose, c'est ce qu'on pourrait dire là-dessus. Et bien sûr, il faudrait prévoir un petit peu sur la taille. Parce que là, maintenant, pour équiper une puce qui va transmettre, utilisant la technologie LoRa, donc actuellement, ces puces sont quand même un petit peu grosses. Donc, il faudrait réduire ces puces un petit peu plus. Et niveau autonomie aussi, ces puces-là vont transmettre en continu, ce qui fait que l'autonomie dont on a parlé avant pour les réseaux de capteurs, ce sera pas du tout la même chose dans ce cas précis, mais pour le fonctionnement, j'en ai déjà parlé de comment les passerelles vont remonter les données vers les serveurs qui vont s'occuper de faire la localisation et éventuellement remonter ces informations à l'utilisateur. Donc, je ne sais pas, peut-être on passe au dernier projet. On est déjà dans la limite du temps, mais on va essayer de faire un petit peu plus vite. Donc, un système de détection de vol d'électricité dans le domaine de l'électrification alliant IA et IoT. Je ne sais pas si Maïfa, si la personne qui a posé la question est là. Maïfa, est-ce que vous êtes là? OK. Je crois qu'il y avait une question d'abord. Même quand le téléphone est éteint, qu'est-ce que vous entendez par là? Ah, je crois que ça, c'était un rapport avec le BLE. Exactement, je faisais allusion au projet que vous venez d'expliquer là. Parce que le téléphone pour le faire. Et est-ce qu'on reçoit le signal même quand le téléphone est éteint en fait? D'accord. Ah non, quand c'est éteint, là c'est mort. Il n'y a pas possibilité. Vu que ça utilise le Bluetooth surtout, donc il faudrait que le téléphone soit allumé. En tout cas, dans l'état de l'art actuellement. Et pourquoi pas? Ça pourrait être une belle approche dans le futur pour la sécurité. Donc, pour pouvoir activer ce genre de mécanisme, même si la personne si on suppose que c'est volé, donc même si la personne qui a volé le téléphone l'éteint. Mais pour le moment, il faudrait que le téléphone soit allumé pour pouvoir utiliser ce mécanisme-là. Donc, je crois que la personne qui a posé la question n'est pas là parce que j'allais lui demander d'élaborer un petit peu plus dessus parce que personnellement, je n'ai pas entièrement compris le projet. Je comprends le besoin, je comprends le problème de vol de l'électricité. Oui, c'est en fonction de la région, pardon. Donc, ça peut être assez répandu. Mais ce que la personne voudrait vraiment faire avec ce projet-là, je n'ai pas totalement compris. Mais je peux quand même, oui, tenter à l'air de des bribes que j'ai pu en tirer. Donc, là, surtout Alliant et IA, c'est la partie où je n'ai pas totalement compris. Mais on suppose que c'est l'entreprise, donc le fournisseur d'énergie, d'électricité qui veut détecter ceux qui sont en train de siphonner l'électricité sur le réseau. Donc là, forcément, j'allais dire capteur, mais je suppose que leur système, déjà au niveau des gros transformateurs, c'est possible de savoir à peu près donc quelle quantité d'énergie a été consommée, donc où est consommée de manière instantanée sur cette partie du réseau, je suppose. Si ce n'est pas le cas, il faudrait installer les capteurs nécessaires qu'il faut et bien sûr les connecter à l'aide d'une technologie d'interconnexion. Là, spécifiquement, ce serait utile d'avoir un réseau type LoRaWAN déployé. Donc, ces capteurs-là vont connecter et vont collecter les données, les communiquer au serveur et en temps réel, ces serveurs-là vont les remonter vers le fournisseur. On pourrait le faire comme ça. Maintenant, ça, c'est la partie IoT. La partie IA, éventuellement, même en écrivant de simples programmes, donc pour faire le calcul, ça pourrait marcher. Mais vu que c'est l'ère de l'IA, allons-y avec l'IA. Donc là, éventuellement, dans le temps, chaque mois, ou bien de manière régulière, chaque semaine ou chaque jour, pourquoi pas, on relève les données sur la quantité d'énergie qui a été consommée à chaque nœud du réseau. Donc, on suppose que c'est le transformateur de ce quartier précis. On sait que c'est la quantité qui a été consommée sur telle période. Et on va utiliser cette donnée-là pour entraîner un modèle en continu. Là où je veux en venir, c'est que, OK, si quelqu'un va voler l'électricité, c'est un jour, ça va commencer à un jour précis, n'est-ce pas? À un instant précis.
Donc, lorsqu'on va détecter une hausse brusque, une brusque augmentation de consommation sur ce nœud-là précis du réseau, là, ça va déclencher éventuellement une alerte. Ça va porter le problème à l'attention de la personne qui est chargée de surveiller l'infrastructure ou bien surveiller le réseau. Et cette personne-là pourra prendre les mesures nécessaires. Donc, ça, c'est ce que moi, personnellement, j'ai pensé du projet. Parce que là, il y a une hausse, mais peut-être que c'est juste un nouvel abonné qui a été ajouté au réseau. Donc, jusque-là, c'est pas du vol. C'est pour ça qu'il faudrait quand même, c'est juste une alerte qui va être donnée et là, on pourra prendre les mesures nécessaires. Donc, en premier lieu, il y a le gros transformateur. Donc, au niveau du gros transformateur, on va détecter qu'il y a une consommation inhabituelle, un niveau de consommation anormal. Et là, progressivement, on descend. Donc, on a le transformateur éventuellement de la ville et on descend jusqu'au quartier et jusqu'au bloc de maison concerné. Et là, on va vérifier si il s'agit de quelqu'un qui est en train de siphonner de l'électricité de manière illégale ou il s'agit juste d'un nouvel abonné qui a été raccordé au réseau ou soit il s'agit juste d'une consommation inhabituelle mais anormale par temps de chaleur, par exemple. Donc, les gens utilisent beaucoup plus leur réfrigérateur, leur climatiseur, leur ventilateur. Donc là, ça pourrait être normal, tout comme ça pourrait être du vol également. Donc là, je crois que j'ai présenté ce qu'il faut au capteur architecture et fonctionnement. Si vous avez des questions ou des contributions sur ce sujet-là, pourquoi pas, vous pouvez y aller avant qu'on passe aux questions. Et vous avez vu, j'écris plus beaucoup de l'autre côté parce que je veux juste pas vous retenir un petit peu, comment dire, beaucoup plus longtemps. C'est pour ça. Une contribution? D'accord, je suppose que non. Là, il y a 2 questions qu'on pourra aborder assez rapidement. Donc, on a la première. Donc, Industrial Internet of Things. Donc, l'IoT dans le domaine industriel, les opportunités qu'elle offre et de ces technologies d'application. Oui, Saïdou, j'espère que vous êtes là. Enfin, je sais que vous êtes là. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, on a... Attendez, juste un instant. Les opportunités, c'est à peu près les mêmes. Hein. Les opportunités sont à peu près les mêmes que dans le cas de l'Internet et des objets standards tels qu'on l'a présenté, tels qu'on les a présentés depuis le début. Et la différence, on va dire, c'est que le domaine industriel n'a pas vraiment attendu l'évolution ou bien la hype derrière l'IoT telle qu'on la connaît aujourd'hui avant de l'embrasser. Donc, le domaine industriel a commencé son développement depuis longtemps. Ça n'a pas commencé maintenant. Maintenant, si quand même on devrait discuter de l'IIoT, donc Industrial Internet of Things, de manière totalement séparée, là, ce serait beaucoup plus, oui, les méthodologies d'application. Et ce qui ça fait de différent par rapport à l'IoT standard. Une partie, c'est éventuellement les protocoles qui sont utilisés, les interfaces. Et là, ça rejoint un petit peu l'accès sécurité. C'est pas totalement pour les mêmes raisons, mais c'est similaire à ce que j'ai dit lorsqu'on parlait du projet de Mélanie tout à l'heure, la domotique et la sécurité. Dans le domaine industriel, la plupart la majeure partie des interfaces, donc des technologies d'interconnexion, on préfère que ce soit filaire plutôt que le sans fil. Il peut y arriver qu'on utilise le sans fil de temps en temps. Peut-être qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas raccorder, vu le milieu, on ne peut pas raccorder de manière filaire. Donc, on va utiliser le sans fil. Mais de manière générale, on utilise le filaire. Parce que l'environnement industriel est quand même, il y a beaucoup d'interférences là-dessus. Donc, il y a beaucoup de déchets électromagnétiques, de pollution électromagnétique, si on peut dire, beaucoup de machines tournantes. Enfin, je crois que vous êtes sans doute plus familier du domaine industriel, de l'environnement industriel que moi. Mais pour beaucoup de ces raisons-là, donc on va préférer quelque chose de filaire. On va utiliser par exemple une connexion Ethernet, une infrastructure Ethernet, plutôt que utiliser quelque chose comme le Wi-Fi pour connecter les capteurs. Et par exemple, pour les capteurs, par exemple, on produit des pièces, par exemple. Donc, on prend une entreprise d'usinage qui va produire beaucoup de pièces.
Et là, ce qu'on peut faire de manière standard ou bien ce qui se fait dans l'industrie, on ne va pas attendre que ça se produise pour que quelqu'un les compte. Ou ça, par exemple, donc, on va mettre en place des capteurs qui vont compter le nombre de pièces qui sont produites au fur et à mesure que ces pièces-là sont produites. Donc, ça c'est un. Éventuellement, on peut mettre en place un système qui va s'occuper de détecter les défauts de fabrication au fur et à mesure que ces pièces-là sont produites. Donc, on ne va pas attendre un responsable qualité ou bien un responsable, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc, qui va s'occuper de vérifier si ces pièces-là sont bien usinées ou non, quel pourcentage n'est pas bien usiné. Donc, ça, par exemple, c'est une des applications. Et oui, la même infrastructure qu'on a décrite, par exemple, mettre en place un serveur Grafana pour un dashboard pour pouvoir surveiller ces constantes-là à distance. Ça aussi, ça s'applique ici. Maintenant, la différence, c'est ça que j'ai présenté dans un premier lieu, l'infrastructure, donc où il y a l'interface de connexion, on va privilégier le sans fil plutôt que le filaire. L'autre, c'est un domaine industriel, donc les protocoles aussi qui sont utilisés pour la communication. Donc là, on a l'interface qui est l'Ethernet éventuellement, ou bien le Wi-Fi, ou bien d'autres protocoles. Mais ça, c'est juste l'interface. Si on suppose que l'interface, c'est l'Ethernet, il faut quand même toujours un protocole. Là, on parle de niveau application pour pouvoir communiquer ces données-là ou bien faire communiquer les données entre eux. Ou peut-être c'est des automates qui vont communiquer entre eux ou bien des automates avec d'autres machines. Donc là, il faudrait forcément d'autres protocoles. Et là, il y a certains protocoles, pardon, qui sont utilisés en commun avec l'Internet des objets. Il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont totalement propres au domaine industriel. Donc, parmi eux, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le COA, le Constraint Application Protocol. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça, par exemple, si vous avez déjà fait et réalisé des projets de IoT en utilisant un objet qui va être connecté à Internet, peut-être basé sur ESP32 de un Raspberry Pi ou un autre. Donc, il y a deux protocoles. Donc, ça, c'est un protocole qui est similaire au HTTP, mais vraiment plus léger que le HTTP. Donc, ça s'appelle le CoAP. Il y a beaucoup d'autres comme le MQTT. Ça, par exemple, ça, c'est beaucoup utilisé. Les gens aiment ça, donc, parce que vous pouvez connecter vos objets entre eux et accéder à Internet en utilisant des services gratuits. Donc, il y a beaucoup de services gratuits qui sont basés sur le MQTT, donc les gens aiment beaucoup ça. Donc, ça, par exemple, c'est deux protocoles qui sont communs entre l'Internet des objets du domaine industriel et le standard que tout le monde utilise à peu près. En marge de ça, il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont propres au domaine industriel, comme par exemple, je crois que le OCPUA. Vous pouvez revenir là-dessus, vous pouvez chercher sur le net ou bien dans d'autres documentations, d'autres formes de documentation, si vous préférez. Donc, il y a ça, par exemple, qui est utilisé, je crois que ça, c'est notamment pour connecter des automates programmables entre elles. Donc, il y a OCPUA, il y a le Modbus. Puis ça aussi, ça n'a pas attendu l'IoT pour évoluer, ça n'a pas attendu l'IoT pour exister. Donc, il y a le protocole Modbus qui est il y a deux formes, il y a le RTU ou bien le TCP. Donc, il y a le RTU qui se base sur le RS232 ou bien RS485. Ça, c'est des normes industrielles, donc des interfaces industrielles, des bus industriels. Donc, et il y a le TCP qui se base sur le Ethernet. Donc, il y a ça. Et bien sûr, comme je disais, RS232 ou RS485. Donc, RS485. Donc, ça, par exemple, c'est les infrastructures de connexion et des protocoles qui sont propres au domaine industriel. Donc, sur ça, précisément, c'est ce que je pourrais dire. Je ne sais pas, et je ne pourrais pas dire si c'est ce à quoi vous attendiez, Saïdou, ou pas. Peut-être que vous pourriez m'éclaircir un petit peu là-dessus, si vous êtes toujours là. Oui, je pense que c'est bien dans l'ensemble. Hein. Ouais. C'est bien dans l'ensemble. Merci beaucoup. Ça marche, je vous en prie. Et là, on passe rapidement à la dernière question qui, je ne sais pas si la personne est... Ahmed, je ne sais pas si Ahmed est avec nous. Quel serait le rôle de l'IoT dans la mise en place d'un système GPS à taille minuscule connectable au téléphone sans défaut de distance? Est-ce que Ahmed est là avec nous? Oui, non?
peut-être. D'accord. Et ça, oui, je l'ai dit, on va passer dessus rapidement. Déjà, minuscule, actuellement, je sais pas, je suis pas sûr qu'on puisse faire plus minuscule que le GPS qu'il y a dans les téléphones. En tout cas, je sais pas si vous l'avez ouvert, je sais pas si c'est vrai, c'est vraiment, et je sais pas, je suis même pas sûr qu'il l'ajoute de manière, euh, je crois que oui, c'est un petit truc. En tout cas, on ne peut pas faire plus minuscule que ça pour le moment. Mais je ne sais pas si je suis sûr de la définition de minuscule telle qu'il l'a mis ici. C'est pour ça que je demande s'il est là ou pas. Mais ça, c'est un. Maintenant, sans défaut de distance, et ça aussi, sans défaut de distance, ce n'est pas forcément la faute du GPS. Donc, parce que même le GPS de dernière génération, le GPS qui a la meilleure qualité possible, le, la précision de l'estimation de la distance, ça dépend de là où vous trouvez. Donc, ça dépend de l'environnement qu'il y a parmi vous. Vous aurez remarqué que le GPS est plus précis lorsque vous êtes à l'extérieur que lorsque vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes, ou bien si vous êtes dans un champ, dans une forêt, ou bien sur la route, ça n'a pas la même précision. Parce que là, ça se base sur la propagation des signaux. S'il se base sur le temps, donc si vous êtes dans votre chambre, le signal sera beaucoup plus dévié avant d'arriver chez vous. Ce qui fait que ça va mettre légèrement plus de temps. Et là, c'est pas comme si ça arrivait directement sur vous, ce qui fait que ça va fausser l'estimation de la distance qui est utilisée pour prédire votre position. Si ça, votre position, pardon, si ça se base sur l'angle ou bien d'autres paramètres, c'est aussi la même chose. Donc là, la précision, c'est pas tant la faute du GPS, mais c'est beaucoup plus lié à l'environnement dans lequel vous trouvez. Mais c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là lui-même, parce que j'allais lui dire, peut-être qu'il a quelque chose de précis en tête. Et là, que ce que moi je suis en train de donner comme réponse ne le décourage pas. Si c'est un projet qui lui tient à cœur, il peut quand même continuer ses propres investigations, ses propres recherches là-dessus. Peut-être qu'à la fin de la journée, soit il va se rendre compte que effectivement, ce n'est pas possible d'aller dans cette direction-là, mais au moins là, il sera sûr par lui-même pourquoi ce n'est pas possible. Et ce qui serait plus intéressant, c'est tout ce qu'il aura comment dire, tout ce qu'il aura appris sur la route. Et ça va le lancer dans d'autres directions qui ne seraient pas forcément les mêmes que ce qu'il espérait au début. Donc, ça aurait été intéressant que lui-même soit là. Et peut-être que j'ai une anecdote personnelle dans ce sens-là, mais je vais pas la dire. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais ça, c'était le dernier projet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question dans ce sens-là. Sinon, peut-être qu'on pourrait avancer. Oh oui, éventuellement, là, on a donné ces séances-là ont été consacrées à l'IoT, donc dans ce sens-là. Mais tu sais, peut-être que vous aurez d'autres questions et des projets éventuellement qui portent sur autre chose. Donc, tel que présenté au début, moi, ma thèse de doctorat, ça se porte sur les réseaux sans fil pour l'IoT. Je fais principalement du traitement de signal, mais j'ai fait de l'embarquer avant, donc ce qui fait que je maîtrise assez peu c'est ce qui est en rapport avec ça. Donc, c'est ce qui m'a d'ailleurs permis de couvrir cette partie de la discussion également. Donc, si vous voudriez me contacter par la suite, oui, pourquoi pas. Ça, c'est mon LinkedIn, mon nom est là, donc vous pourriez me retrouver facilement. Bon, j'ai juste mis ça parce que ça fait plus professionnel, comme ils disent. Ou sinon, je crois que je vais m'arrêter là si vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, cette séance a été plus longue que d'habitude. Donc, si vous avez d'autres questions, des dernières questions, pourquoi pas, avant qu'on arrête. Vous êtes toujours là quand même. Hello. Ah, vous êtes là. Donc, oui, si vous avez d'autres questions, ce serait le temps, ce serait l'occasion de les poser. Ou sinon, on va arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, oui, des derniers mots de fin, c'est même, ce serait plus le cas de le rappeler, ces séances-là ont été, la Summer School a été organisée par ARC. Donc, connectez-vous, restez branchés, suivez les pages de l'ARC pour pouvoir être au courant de la suite. Donc, ça, c'est la première édition, mais forcément, d'autres choses vont suivre par la suite. Donc, restez branchés comme ils disent.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on va dire, ça a été un plaisir d'animer ces 4 séances de cours avec vous et à la prochaine, éventuellement. Yeah, je vous en prie. Yeah.